Une vingtaine d'élèves de 3e de l'école alternative, l'ACAP, Association communautaire d'appui à la promotion éducative et sociale, rentrent par petits groupes dans la classe. Ils s'installent au pupitre que l'on réserve habituellement aux écoliers de l'école primaire. Je les regarde, étonnée de les voir s'asseoir à 3 par table. La plupart dépassent facilement 1,70 m. Le manque de confort n'est pas leur préoccupation immédiate. Ils sont là pour apprendre. Ici, l'instruction est un privilège, puisque 75% de leurs frères et sœurs sont analphabètes. Le proviseur professeur secrétaire a déjà informé les élèves de ma venue. Ils savent que je les aiderai à faire des révisions pour le BFEM, équivalent du brevet. D'Angoulême, j'avais préparé quelques cours, ne sachant pas exactement quel niveau serait exigé en français. Je comprends vite que c'est le même qu'en France. Pour eux, c'est une seconde langue, et leur difficulté à l'aborder me rappelle celle des jeunes Kanaks en Nouvelle-Calédonie. Au Sénégal, le contexte politique est différent, puisqu'il est indépendant depuis 1960. Je suis, malgré tout, surprise de voir l'attachement que ce peuple a gardé pour la langue de l'ancien colon. Il est plus facile de s'approprier une langue quand elle passe par les mots de Mariam Abba ou d'Aminata Saoufoul. Elles écrivent pour combler des siècles de silence sur les conditions de la femme sénégalaise et se confronter à certaines traditions africaines. On peut être étonné, Francis Bretonneau-Seguin, lorsqu'on vous lit, comme on vient de le faire au Sénégal, de voir ce taux de... Enfin, il y a 8 millions, 8 et 10 millions d'habitants, presque 10 millions maintenant, oui. avec au moins 6 millions de personnes qui ne savent ni lire ni écrire, avec un chef de file qui a été quand même un des plus grands poètes de l'Afrique noire. Oui. Comment expliquer cette différence, ce décalage entre l'importance, l'aura que Senghor a eue en Afrique et puis cette réalité sénégalaise? Ah ben je ne peux pas l'expliquer. Moi, ça c'est déconcertant, mais je ne peux pas l'expliquer. Ce qui est frappant aussi, c'est les devoirs imposés dans la scolarité. En fait, le niveau, le niveau est équivalent à celui de la France. Alors, en français, le niveau est équivalent, et je peux vous dire qu'en anglais, le niveau qu'on leur demande au brevet est le niveau qu'on demande en terminale. C'est-à-dire que le niveau en anglais est nettement supérieur qu'on leur demande au Sénégal qu'en France. Et ils ont une telle volonté, une telle soif d'apprendre qu'ils savent qu'ils sont parmi ceux qui ont la chance d'être là. Donc on dévore, on apprend tout, on ne laisse rien, même pas de l'espace sur les cahiers pour pouvoir écrire. Quel espoir y a-t-il pour un jeune Sénégalais qui obtient le bac? Ensuite, l'université... Alors, certains vont à l'université parce qu'il y a une université à Dakar. D'autres essayent de trouver des postes, mais très difficilement. Et ils ont malheureusement peu de chance de trouver du travail, même les lettrés. Surtout en habitant à Tivouane, parce que c'est une grande ville, 40 000 habitants, vous nous disiez, qui l'été, par un pèlerinage, multiplie sa population de façon étonnante. J'ose pas dire diabolique. Oui, si vous pouvez le dire. Je sais pas, il y a un million près d'un million de personnes. Il n'y a pas une seule banque. Non. Donc si on veut retirer de l'argent, il faut aller, c'est le cas, il faut aller à Thiès, au moins à Thiès. Oui. Première arrivée, premier souvenir, le premier jour chez Moussa, il est encore très frais dans votre esprit? Ah oui, ça ne s'oublie pas. Ça. À Tivouane, à l'ombre d'un acajou, je découvre Moussa et ses 2 fils assis sur une longue natte. El Hadji, âgé de 4 ans, ne le quitte ni des yeux ni du corps. Moussa parle à sa femme. Médina, l'aînée, l'écoute avec un intérêt évident. Toutes deux sont très attentives. Elles font provision de cette présence qu'elles savent de passage. Ils ne se voient que le week-end. Je m'installe près d'eux, encore sous l'étonnement de cette première image, ce quartier africain où je vais partager projets, rêves, quotidien, rire et amertume. Tu as bien dormi, me demande Moussa. J'acquiesce et je garde pour moi la visite impolie du minuscule rongeur au petit matin. C'est vrai que la nuit, vous aviez eu peur parce que j'ai senti quelque chose frémir sous les pieds et c'était une souris. J'acquiesce donc et je garde pour moi la visite impolie, donc ce minuscule rongeur. Rokiaya, l'épouse de Moussa, appelle Soda en Wolof, une enfant d'à peine 10 ans. Elle lui donne ses instructions, je la suis, observe le moindre de ses gestes. Dans l'arrière-cour se trouve un cagibi qui sert à la fois de cabinet à la turque et de douche. Après avoir aspergé l'endroit où je vais me laver, elle me tend le seau d'eau et la boîte de conserve, pomme de douche portable. Je me déshabille dans cet endroit exigu en évitant la maladresse impardonnable, faire tomber ma savonnette dans le trou. J'essaie de faire abstraction de l'odeur désagréable et ne pense qu'au plaisir de me rafraîchir le corps. Ah oui, c'est ça.
Oui, c'est ça. Mais ce n'est pas que ça. C'est pas que ça, oui. C'est vrai que c'est la première des choses qui nous saute au visage et au nez, si je puis dire. Mais il faut en faire très très vite abstraction, et parce qu'on n'est pas. Si on commence à faire des comparaisons, ça devient vite difficile. Et ce qui est fondamental, c'est regarder ce qui se passe autour de soi et sentir les silences, parce qu'au départ, les personnes parlaient en Wolof, elles n'osaient pas trop parler en français. Donc, essayer de comprendre ce qui se passe entre les mots et entre les silences. Et puis, observer, se débarrasser de nos préjugés aussi. Donc, faire table rase le plus possible de ce qu'on a vécu et être dans un état d'écoute et d'attention, mais à 100%. Et là, on commence à entrer dans un monde et on commence à l'habiter. Si on ne fait pas abstraction de ce qu'on est, de ce qu'on a vécu auparavant, il nous faut beaucoup plus de temps et on a des tendances à être juge ou à faire des comparaisons, et ça on perd beaucoup de choses. Alors avant de se dépouiller de sa propre culture et de ses propres préjugés ou idées préconçues, on remarque quand même la constitution de la famille de Moussa Diop. Il a 2 garçons de 2 et 4 ans, une fille adoptive de 18 ans. Oui. Sauf que sa mère habite non loin de là. Oui. Un jour, vous partez avec elle au marché, elle dit « Tiens, je vais te présenter ma mère ». Oui. Alors que vous étiez persuadé qu'elle était la fille de Moussa Diop. Oui, absolument. Alors je l'explique également, c'est que dans les cultures traditionnelles, très souvent, ce n'est pas du tout mal vu de faire adopter son enfant par quelqu'un d'autre pour des raisons soit économiques, soit pour resserrer des liens familiaux. Donc c'est quelque chose qui, pour nous, peut paraître choquant, mais qui se passe très souvent en Afrique. Et je l'ai également vu en Nouvelle-Calédonie, où une mère qui n'avait pas eu la chance d'avoir autant d'enfants qu'elle en voulait, eh bien sa sœur pouvait très bien lui faire cadeau d'un de ses enfants. Ça, c'est une grande question africaine. Quelles sont les limites de la famille ? Oh, fou. La famille commence où ? Bon, les parents, normalement. Oui, mais les parents, les oncles et les tantes, bien sûr, les grands-parents. Donc, puis après, il y a le clan, puis après, il y a la tribu. Non, donc, c'est... La famille, c'est... Et puis alors, même après, on peut vous dire tante Francie, quoi. Même si vous êtes blanche, même si on peut vous appeler aussi, même si vous êtes l'oncle ou tante. Du moment que vous faites partie de la famille, vous en devenez membre. Alors, je vous raconte une anecdote. L'année dernière, donc, on suivait avec Michel Lebris ses étonnants voyageurs à Bamako, Mali. En arrivant à l'aéroport, avant de rejoindre le centre de Bamako, il y a pas mal de kilomètres. Donc, on traversait toute une région de nuit avant d'arriver à l'hôtel. Et dans le bus qui nous amenait au centre-ville, il y avait un jeune Africain qui était à côté de moi dans le bus et qui me dit je suis malien, bonsoir, je m'appelle, je ne sais plus comment. Il dit je viens du Burkina Faso. Je dis oui, j'ai un ami au Burkina Faso, lui dis-je. Mais j'ai pas vu depuis 15 ans, mais bon, qui habite Ouagadougou, donc vraiment une grande ville. Et je lui donne son nom, il me dit, mais je le connais bien, c'est un ami. Et c'est ça qui est fabuleux. Mais justement, dans cette reconnaissance des uns et des autres, comment face à parfois, d'abord très souvent aux lacunes politiques, aux errances politiques à l'égard de la population, à certaines formes de misère et de désorganisation, comment cette immense reconnaissance des uns et des autres ne permet pas de construire une Afrique solide et de répondre à toutes les lacunes face à cette population, entre autres politiques? Oui, mais alors c'est quand même très difficile, parce que je vois, notamment Moussa au départ me disait, je ne comprends pas, il y a des agronomes, il y a des ingénieurs au Sénégal, mais où sont-ils? Or qu'il pourrait nous donner des conseils par rapport à ces 30 ans de sécheresse qu'on connaît, etc. Et comme je l'explique dans mon livre, quelques semaines après, j'arrive en Casamance et je fais connaissance du frère, donc de l'ami qui était avec moi, et qui me dit, moi je suis ingénieur agronome, et voilà, nous avons monté des associations, et entre le nord et le sud du Sénégal, ils ne savent pas qu'il existe des gens qui pourraient effectivement rentrer en contact. Mais il y a une telle difficulté de communication. C'est un pays pauvre, c'est un pays du tiers-monde. Et la moindre des choses prend des proportions, le moindre petit projet prend des proportions énormes. Je vous le racontais aussi, notamment par rapport à la bibliothèque, quand on veut transporter les livres de chez Moussa à la bibliothèque, il y a 1 kilomètre. Je demandais des cartons, il n'y avait pas de carton. Voilà ce à quoi donc tant qu'il n'y a pas une volonté politique de joindre, parce que il y a les hommes qui ont effectivement des capacités intellectuelles, les intellectuels sont là, il y a tout ce qu'il faut, mais
c'est une volonté politique qui n'est pas là, quoi. Et dans la famille de Moussa, vous êtes attendu à chaque retour de Oui, alors voyage, ça, parce que vous êtes le facteur de bonnes nouvelles. Oui. Alors, Dakar, comment ça va? Oui, oui. Alors qu'ils sont à 2 heures de route, Oui, mais oui. La plupart n'ont jamais mis les pieds Et dans la n'y capitale. mettront jamais les pieds. Et d'autres ne sont jamais allés en Casamance, à Oui. plus forte raison. Oui, oui. Et que pareil, on vous demande des nouvelles et que vous transmettez les Ouais. informations Oui, oui. aux gens du pays. Oui, oui. Et je me rendais compte que leur donner des nouvelles de Dakar, c'était leur permettre une façon de voyager. Ils voyageaient ainsi, comme ça, par ce que racontaient les autres. Et ils faisaient des comparaisons entre les différents récits. Donc, d'une certaine façon, ils disaient « Ah oui, mais la dernière fois, c'était pas comme ça ». Donc, ils voyagent par l'imaginaire. Ouais. Alors bon an, mal an, parfois il y a une source d'information, c'est la télé. Sauf Ah que oui. parfois au Sénégal, quand on regarde la télé, c'est une vieille ressucée de Dallas. Pour informer, c'est pas l'idéal. Ce soir, Moussa propose de nous amener au centre de Dakar. Il veut nous faire découvrir les quartiers où il est amené à travailler. Bien que nous soyons tout près de la place de l'Indépendance, les rues sont très mal éclairées. Une légère angoisse me saisit. Cette peur récursive, cet imperceptible étouffement que je croise chaque fois que je me plonge dans une capitale. La pénombre des rues cache des lambeaux de silhouettes qui déambulent. Des ombres installent leurs cartons pour passer la nuit sur le trottoir. Des corps épuisés, écœurés, s'engouffrent dans le sommeil pour y trouver l'oubli jusqu'à demain. Seulement, faut-il que l'homme soit résigné et craintif pour accepter cette soumission, pour en oublier jusqu'à ses droits d'être humain? L'accoutumance à la soumission. Je n'aurais jamais osé venir seule dans ces quartiers. Moussa est chez lui, il connaît toutes les rues, ne craint aucun recoin et comprend l'histoire de ces personnes obligées de fuir leurs terres asséchées depuis plus de 30 ans. De jeunes prostituées provoquent leur misère au bras de leurs clients. C'est aussi ça la sécheresse, me dit-il. L'exode rural les a conduites presque inévitablement à cette humiliation. Nous arrivons avenue Georges Pompidou, où les magasins de luxe s'acoquinent avec les terrasses des cafés. Près de cette opulence, un mendiant aveugle chante son infortune dans la langue du Coran et remercie Allah de son infinie bonté. Que ça provienne d'Allah ou de Dieu, quelle injustice quand même. Oui, oui, oui. Remercier de sa générosité, quelle générosité. Enfin, on est quand même très très choqués, Francis Breton-Seguin. Oui, ça c'est quelque chose qui m'a profondément touchée, notamment quand je discutais avec des jeunes de cette situation de pauvreté. Et certains d'entre eux en étaient révoltés, mais c'était surtout ceux qui faisaient partie de l'association d'Opège, parce que grâce à Moussa, ils avaient déjà un autre regard. Mais certains, ceux qui n'avaient pas eu la chance d'être en contact avec un autre discours que celui de la religion, disaient mais c'est Allah qui le veut ainsi et c'est donc bien ainsi. Donc cette résignation. Et si Dieu m'a voulu pauvre, c'est qu'il a toutes les raisons pour cela. Donc voilà.